Bien, alors cette nouvelle conférence consacrée à l'Europe, une puissance numérique, est l'une des contributions de l'Université populaire européenne de Grenoble au mois de l'Europe de Grenoble, organisé par Europe Direct Isère Savoie et la ville de Grenoble. Et notre UPEG poursuit sa mission d'éducation, comme on dit populaire, sur l'Europe qui a commencé en 2006. Le titre de cette conférence vise à comprendre où en est l'Europe sur les questions numériques. L'année dernière, nous avions examiné de manière plus provocante l'Europe, une colonie numérique, en nous inspirant du rapport sénatorial de Catherine Morin de Sailly de 2013, compte tenu du poids des géants du numérique, bien évidemment, les fameux GAFAM. La crise sanitaire a augmenté nos usages des outils numériques, la preuve aujourd'hui aussi, bien sûr. Il est important de faire le point sur ce sujet au moment où la Commission européenne nous propose dans une communication de 2020 de façonner l'avenir numérique de l'Europe. Plus récemment, d'ailleurs, la Commission a aussi tracé la voie européenne vers davantage d'autonomie numérique à l'horizon 2030. Nous avons la chance d'avoir à distance deux collègues qui avaient participé à un colloque sur la souveraineté numérique, le concept et les enjeux, dont les travaux ont été publiés en 2017 chez Mar et Martin. Nous les remercions d'avoir accepté de participer à ce moment de réflexion. Je fais d'abord quelques mots de présentation des deux intervenants, bien sûr. Pauline Turc est professeure de droit public à l'Université Côte d'Azur. Elle avait organisé ce colloque sur la souveraineté numérique. Elle a à son actif de nombreux ouvrages de droit constitutionnel et de très nombreux articles juridiques en relation avec l'ère numérique, comme la souveraineté des États à l'épreuve d'Internet, ou démocratiser la gouvernance de l'Internet, ou le droit constitutionnel, le citoyen, à l'ère numérique. Elle est très impliquée dans son université, pas seulement pour la recherche, mais aussi l'enseignement et l'administration. Patrick Meunier, professeur de droit public à l'Université de Lille, directeur de l'équipe d'études et de recherche en droit public, membre du Centre de recherche droit et perspectives du droit. Il a lui aussi à son actif de très nombreux ouvrages, des travaux de recherche, de conférences, de participation à des colloques, surtout en droit de l'Union européenne, mais pas seulement, aussi bien sur l'environnement, la défense, la démocratie que le numérique. Alors, nous allons d'abord entendre Pauline Turc sur l'idée de souveraineté à l'ère numérique et ensuite Patrick Meunier sur l'Europe à l'ère numérique. Après les deux interventions, on pourra leur poser des questions pour des éclaircissements complémentaires, pour un dialogue sur ce sujet, pour l'avenir de l'Europe. Merci d'être là, encore une fois. D'abord, ma collègue Pauline Turc. Merci beaucoup, chers collègues, de cette invitation. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour évoquer ces sujets d'une toute particulière actualité au regard d'une série d'initiatives de ces derniers mois à l'échelle européenne. Alors, en effet, vous m'aviez proposé de dresser un petit panorama de ce qu'on peut entendre sous la notion de souveraineté numérique. Lorsque on s'intéresse à la souveraineté numérique, en réalité, on pense au pouvoir qui s'exerce dans l'espace numérique. La question de savoir qui fixe les règles, quelles sont les entités qui ont le pouvoir de se faire obéir sur les réseaux. C'est la question des formes de gouvernance qui régulent cet espace numérique. Et c'est aussi la question de la capacité que nous avons à nous auto-gouverner, à nous autodéterminer individuellement et collectivement dans l'espace numérique. Alors, on le voit, la notion, elle est très à la mode. Elle est utilisée par les journalistes, elle est utilisée par les économistes, par le gouvernement, par les institutions européennes, par les chercheurs, par le monde de l'entreprise. Et il me semble, je crois que tous ne parlent pas exactement de la même chose. La souveraineté numérique, on y met beaucoup de choses. Et donc, la première chose que je voudrais essayer de faire pendant le laps de temps que vous m'avez confié, c'est d'abord d'évoquer les approches, les différentes approches de ce qu'on entend par souveraineté numérique. Il me semble que trois approches peuvent être distinguées. La première approche, je la qualifierais de juridique. Il s'agit de la souveraineté numérique au sens classique en droit, c'est-à-dire la souveraineté numérique des États. Et la question se pose de savoir si les États peuvent prétendre réguler l'espace numérique comme ils réglementent l'espace physique qui est délimité traditionnellement par leurs frontières.
quels sont les fondements, quels sont les moyens qui leur permettent de prolonger d'une certaine façon leur souveraineté, leur pouvoir légitime de commander, hein, c'est la définition de la souveraineté, sur les réseaux numériques. Alors, cela passe par la production de normes qu'ils entendent pouvoir déployer, c'est-à-dire imposer ses règles, imposer ses lois, protéger ses citoyens sur son territoire, même si le territoire est virtuel. Ça passe aussi pour les États par la conduite de politiques industrielles, par le développement technologique qui leur permettrait de défendre leurs intérêts dans l'espace numérique. Alors, la question de la souveraineté numérique des États, elle est très délicate. Parce qu'en réalité, les États qui revendiquent la souveraineté numérique n'ont pas tous la même puissance, ni les mêmes intentions. Pour prendre un exemple, reconquérir sa souveraineté numérique, ça n'est pas la même chose pour la Chine, pour l'Iran, pour la Russie, ou bien pour l'Allemagne et la France. On comprend bien que l'État, lorsqu'il veut affirmer sa souveraineté numérique, peut vouloir maîtriser la technologie numérique pour pouvoir protéger ses citoyens, mais à l'inverse, ça peut être aussi pour mieux les surveiller. Donc, dans les revendications d'une souveraineté numérique, on trouve des motivations quelque peu différentes. Et puis surtout l'espace numérique, il a été développé par certains de ses concepteurs précisément pour échapper aux États. Je me réfère à une déclaration bien connue, la déclaration d'indépendance de John Perry Barlow, qui disait, je vous le rappelle, vous, les gouvernements, ces géants de chair et d'acier, vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'avez pas de souveraineté là où nous nous réunissons. Nous avons créé un espace virtuel qui n'a pas vocation à être régi par les États souverains. Donc on comprend bien la difficulté à concevoir cette souveraineté numérique des États sur le plan juridique. Une deuxième approche peut être distinguée. Dans une deuxième approche que je qualifierais de politique et économique, la question de la souveraineté numérique, c'est celle qui est prêtée ou qui est revendiquée par les opérateurs économiques. Des opérateurs économiques évidemment suffisamment puissants. On parle notamment des fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont, on le sait, les grands gagnants des rapports de force grâce à leur situation de quasi-monopole dans la fourniture de services dont les utilisateurs ne peuvent plus se passer. Alors, ces GAFAM, notamment, exercent un pouvoir. Ils exercent un pouvoir de se faire obéir. Ils exercent le pouvoir de, par exemple, fixer les fameuses conditions générales d'utilisation des services qu'ils proposent. Et ils ont même, d'une certaine façon, le pouvoir de résister aux États sous certains aspects. Ils ont le pouvoir de concurrencer les États, de s'imposer dans la fourniture de certains services. Et si vous lisez les ouvrages ou les discours de certains des leaders de ces multinationales, certains ne cachent pas leurs prétentions à diriger le monde de demain d'une certaine façon, voire même à remplacer les États grâce aux services rendus par ces fameux GAFAM à court terme. Symboliquement, on cite souvent le fait que le Danemark a décidé d'envoyer un ambassadeur auprès des géants de la Silicon Valley, comme on le fait habituellement avec les États reconnus comme tels, ce qui est évidemment symbolique, mais c'est une façon de reconnaître que les GAFAM exercent une forme de pouvoir, une forme de souveraineté. C'est reconnaître que leur situation de quasi-monopole leur donne une puissance, un pouvoir de s'imposer et de se faire obéir, et finalement que ça leur permet de s'appuyer sur cette puissance économique et technologique dont les populations sont dépendantes pour parler quasiment d'égal à égal avec les États. Ça, c'est la deuxième donc, approche, finalement, la souveraineté numérique de ces grandes entités multinationales monopolistiques. La troisième approche de la souveraineté numérique, c'est une approche que je qualifierais de libérale, c'est-à-dire une approche qui est tournée vers les libertés des citoyens. Ici, il s'agit de savoir si, après la souveraineté numérique des États, la souveraineté numérique des GAFAM, des entreprises multinationales, il n'y a pas une forme de souveraineté numérique des utilisateurs, c'est-à-dire vous, moi, nous, en réalité. Est-ce que nous avons, individuellement ou collectivement, un droit de regard sur le fonctionnement du monde du numérique dans lequel nous vivons? Suis-je, moi, citoyenne, individuellement ou collectivement, capable de m'autodéterminer dans l'espace numérique? Est-ce que j'ai une prise sur la gouvernance, sur les règles qui s'y appliquent? Et il est question ici de la maîtrise de son propre destin numérique. Je rappellerai ici le concept qui me semble très porteur d'autodétermination informationnelle,
qui est la capacité à maîtriser l'utilisation de ses propres données numériques. Ce droit a été reconnu comme fondamental. Il est protégé en Allemagne par la Cour de justice depuis déjà des décennies. Et il a inspiré, ce principe d'autodétermination informationnelle, a inspiré le fameux règlement général de la protection pour la protection des données européens, et notamment certains des principes et des droits qui y sont consacrés. Je pense au droit au consentement, au droit à la rectification de ces données ou au droit à l'oubli, par exemple. Ainsi donc, il s'agit donc dans cette troisième approche d'une souveraineté au sens de l'autogouvernement d'un citoyen ou d'un peuple qui a le droit, pour rester libre, de consentir aux règles qui lui sont imposées. Ça qui fait écho d'ailleurs d'une certaine façon à la souveraineté des citoyens, à la souveraineté populaire. Alors, on vient de le voir, il y a donc plusieurs acceptions du concept de souveraineté numérique et on peut admettre que la notion est quelque peu indéfinie, ou en tout cas chacun y met ce que lui-même y apporte. Une chose est sûre, c'est que l'échelon européen est le bon échelon pour penser la souveraineté numérique, hein, pour nous autres citoyens français en tout cas. C'est le deuxième aspect de mon propos, si vous me le permettez. Je voudrais évoquer quelques-uns des grands enjeux de cette souveraineté numérique à l'échelle européenne. La souveraineté numérique se décline en plusieurs volets à l'échelle européenne auxquels il convient d'être vigilant, sur lesquels il convient d'être vigilant. Le premier volet, c'est la question de la maîtrise des données personnelles des utilisateurs. La souveraineté numérique, c'est d'abord ça. Quelle maîtrise de nos données personnelles à l'échelle européenne? On sait qu'il y a une vaste entreprise de collecte, de stockage, d'exploitation, de traitement, de marchandisation des données par les GAFAM. Et il convient de penser une législation bouclier, d'une certaine façon, protectrice de nos droits et surtout protectrice d'une certaine conception européenne spécifique et très exigeante de la vie privée. Nous avons, on le sait, une conception de la donnée personnelle qui la rattache à la dignité, à la vie privée de la personne, tandis qu'aux États-Unis, on considère la donnée finalement comme une marchandise qui peut être commercialisée, donc vendue, achetée, cédée, qui vaut cher d'ailleurs. Hein, on se souvient de l'ancienne consistant à dire que les données, c'est le pétrole du XXIe siècle. Alors, de ce point de vue-là, le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne est très important puisque, on le sait, elle est la vigie. Elle sanctionne régulièrement les dispositifs insuffisamment protecteurs et cela conduit à valoriser, hein, elle joue un rôle actif pour valoriser dans l'Union européenne cette conception très exigeante de la protection des données. Je pense par exemple à l'invalidation par la Cour du fameux Safe Harbor en 2015 ou du Privacy Shield en 2020, c'est-à-dire des accords transatlantiques sur les transferts de données, s'ils ne sont pas assez protecteurs au sens du niveau d'exigence européen. La maîtrise des données, c'est toujours le premier volet. C'est aussi la protection de nos intérêts fondamentaux, surtout après les révélations relatives à l'espionnage généralisé à des fins politiques, militaires, économiques, industrielles, dont nous faisons l'objet. L'affaire Snowden en 2013 l'a bien illustré, hein, je vous rappelle, hein, cet agent de la NSA qui fait fuiter des milliers de documents qui décrivent le programme de surveillance massive de l'agence américaine de renseignement, et qui montre que finalement les citoyens, les dirigeants de la planète sont finalement surveillés à des fins évidemment de développement des intérêts américains. Et l'affaire Cambridge Analytica en 2018, lorsqu'une société britannique est accusée d'avoir récupéré illégalement des données personnelles de 50 millions d'utilisateurs, de Facebook notamment, grâce à la négligence du réseau social. On y ajoute les risques de piratage, les ransomware, hein, les rançongiciels, les attaques sur les logiciels des hôpitaux, sur les industries stratégiques. Et là, on prend conscience des failles de la protection de nos données et de nos systèmes, des conséquences potentielles. Et donc, la souveraineté numérique, c'est avoir les moyens de se protéger contre ces dérives et contre ces risques. Dernier point sur ce premier volet, la souveraineté numérique sous l'angle des données et de leur traitement, c'est aussi la problématique de la conservation de nos archives sur des sites sécurisés. C'est la question du cloud souverain. Est-il possible de laisser archiver ou stocker nos archives nationales sur des serveurs qui ne sont pas sur notre territoire, avec la possibilité que dans 10 ans, 20 ans, nous n'y ayons plus accès, nous devions payer pour y avoir accès ou que d'autres puissent y avoir accès?
Donc la question du cloud souverain, elle est décisive, elle est cruciale, et on peut citer à cet égard un projet européen qui s'appelle Gaia-X, qui est un projet de cloud européen qui a été lancé sur une initiative franco-allemande en 2019, c'est-à-dire la création, l'idée de créer une infrastructure de données européennes fiable, sécurisée, et qui a été rejointe depuis par un grand nombre d'entreprises. Je crois qu'elles sont près de 200 entreprises européennes à avoir rejoint ce projet de cloud souverain européen. Ça, c'est le premier enjeu, l'enjeu de la maîtrise des données. Le deuxième enjeu, à l'échelle européenne de la souveraineté numérique, c'est celui de la stratégie industrielle. Les GAFAM prennent une part grandissante dans l'économie mondiale, on le sait, réalisent des profits mirobolants sur le territoire des États, sans leur verser d'impôts, suffisamment d'impôts, et sans contribuer à leur fonctionnement. D'où le fameux projet de taxe GAFA européenne, puisque nationalement et internationalement, c'est encore moins possible. Mais au-delà de ce projet de taxer finalement les grosses entreprises américaines qui réussissent pour pouvoir prélever une partie de leurs bénéfices réalisés sur les citoyens européens, il faut aussi penser à créer nos propres entreprises performantes. Les États-Unis ont créé Google, la Chine a créé Baidu, la Russie a créé Yandex. Quel est le moteur de recherche européen? Certes, il y a de belles initiatives isolées. On peut citer Quant, le moteur de recherche français protecteur de nos données, mais qui utilise Quant véritablement? Et quel est le moteur de recherche européen pouvant rivaliser avec ceux que l'on a cités? Pierre Bélanger parlait en 2006, puisqu'il a écrit un ouvrage de référence sur la souveraineté numérique, il parlait de créer un réseau-logiciel national. À mon sens, c'est assez peu réaliste d'imaginer créer quoi que ce soit d'efficace sur le plan national. Seule une initiative concertée entre pays européens peut nous donner la puissance nécessaire pour rivaliser avec les GAFAM et désormais aussi avec les fameux BATX, parce que les Chinois aussi maintenant ont leurs géants sur le terrain industriel. Alors, pour rivaliser, j'en termine bientôt, pour rivaliser avec les géants, pour pouvoir exister sur le plan technologique et industriel, il faudrait pousser des géants européens. Développer un moteur de recherche, une plateforme européenne, soutenir les licornes, vous savez, ces fameuses entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros, et on en a quand même une trentaine en Europe. Les licornes en Europe, c'est Blablacar, Shazam, Skype, Zalando, Vente Privée, Spotify, Vinted, Doctolib. Nous savons faire aussi en Europe. Encore faut-il pousser ces entreprises innovantes qui, pour pouvoir se développer, trop souvent actuellement, sont rachetées à prix d'or par les gros qui monopolisent déjà le marché. Alors les solutions, c'est l'appel à la création d'un fonds européen d'investissement pour pousser la trentaine de licornes européennes. C'est le fameux European Sovereign Tech Fund, qui est une des solutions, une initiative européenne récente. C'est aussi le Digital Market Act, initié le 15 décembre 2020 et qui vise à l'échéance 2022 à garantir que les marchés numériques restent innovants et ouverts à la concurrence. Et ce Digital Market Act, DMA, envisage aussi de garantir un équilibre dans les relations commerciales entre les grands acteurs et leurs partenaires commerciaux dans le domaine des technologies numériques. J'en termine par le troisième volet, après celui de la stratégie industrielle et celui de la maîtrise des données. Le troisième volet de préoccupation, c'est la question de la protection de nos libertés et des bases de notre démocratie. Exemple, ne pas se faire imposer une conception de la liberté d'expression qui n'est pas forcément la nôtre. Est-ce qu'il est normal que ce soit Facebook ou Twitter qui décide de ce qu'on peut publier ou non, écrire ou non, le tableau que l'on peut regarder ou qu'on ne peut plus regarder, savoir qui a le droit d'avoir un compte pour s'exprimer et qui doit voir le sien fermé. Ça pose véritablement question. C'est aussi protéger nos démocraties des dangers qui la guettent, manipulation de l'opinion publique, algorithmes et les fameuses bulles de filtre. C'est la désinformation et ses risques, c'est la haine sur Internet. On a vu des cas de déstabilisation de régimes politiques grâce au réseau numérique, grâce à la manipulation de l'opinion publique. Et même les États-Unis, on le sait, n'ont pas été épargnés, qu'il s'agisse des campagnes électorales de Donald Trump, de l'influence de la Russie, du complotisme avec QAnon, de la désinformation à grande échelle. D'où le fameux Digital Service Act, le DSA, qui a été lancé le 15 décembre 2020 en même temps que le projet de DMA que je citais à l'instant, et qui vise à responsabiliser les plateformes numériques, puisqu'on ne peut pas les laisser dire à leurs utilisateurs tout et n'importe quoi, et ceci au regard des risques qu'elles induisent pour leurs utilisateurs dans la diffusion de contenus et de produits d'ailleurs aussi illicites, dangereux, faux ou contrefaits. Ce DSA, Digital Service Act, prévoit notamment que les plateformes puissent
identifier et situer les internautes qui parlent, qui écrivent sous pseudo. Et ceci pour contrôler ce qui se dit de faux, de dangereux ou de manipulateurs sur les réseaux. Alors voilà donc ce troisième volet, on pourrait en dire beaucoup plus, mais j'essaie de respecter le temps imparti. Voilà donc de mon point de vue, ce que l'on peut comprendre de cette notion nouvelle et relativement indéfinie, on l'a compris, de souveraineté numérique, très à la mode car très parlante, et de ses principaux enjeux à l'échelle européenne. Je vous remercie pour votre attention, en espérant avoir à peu près respecté le temps. Merci, chers collègues, vous avez bien respecté le temps. Merci beaucoup de vos éclaircissements. Alors, on passe de Nice à Lille en écoutant notre collègue Patrick Meunier. C'est le Tour de France. Un Tour de France numérique. Numérique, absolument. Tout à fait. Donc, merci, chers collègues, d'une part de votre invitation, et puis merci aussi à Pauline d'avoir pris mon contact, puisque nous avions effectivement travaillé sur ce beau colloque sur la souveraineté numérique en 2016 à Nice. Et donc, sans reprendre les éléments de contenu que Pauline a développé, notamment sur des aspects qui sont des aspects essentiels, les aspects techniques, le cloud européen et un certain nombre de protections de droits relatifs aux données. Je vais me focaliser sous une approche un petit peu différente, justement pour vous montrer comment on peut traduire, si je puis dire, en droit de l'Union, cette notion qui est cette notion de souveraineté numérique. Alors, il est vrai que la crise Covid que nous traversons, et qu'il nous vaut d'ailleurs de pratiquer de la sorte aujourd'hui, donc par voie numérique, eh bien, cette crise Covid a été mise en évidence par la Commission européenne dans une communication qu'elle a récemment publiée le 9 mars 2021, et où la Commission nous présente sa boussole numérique pour 2030. Un terme de boussole est un terme qui est souvent utilisé maintenant par de boussole de défense, boussole de ceci ou de cela. Et la Commission souligne que la crise Covid a mis en évidence le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer des technologies numériques, que ce soit pour travailler, pour apprendre, ça nous concerne au premier chef, se distraire, avoir des relations sociales ou encore faire des achats, accéder à des services, qu'ils soient services privés ou services publics. Et si le numérique semble devenir vital au sens strict du terme, eh bien, la Commission souligne également qu'il expose les citoyens, il expose les entreprises également, les administrations, à de multiples risques, dont certains s'avèrent majeurs. On songe par exemple aux attaques qui ont eu lieu dans les hôpitaux publics, et qui peuvent avoir une répercussion non seulement sur les données, mais aussi sur les appareils, et donc ce qui est bien sûr beaucoup plus grave, puisque là, ça peut effectivement engager la vie d'une personne. Alors le numérique est donc devenu un besoin du quotidien et qui présente certaines vulnérabilités, d'autant plus que son utilisation devient incontournable. Alors l'accès aux données et aux utilisations qu'il implique émerge progressivement comme par ailleurs un nouvel espace de liberté, et un nouvel espace de liberté qu'il convient de garantir. Alors ce constat présente une dimension particulière si on prend en considération le fait que le numérique se singularise comme un espace technologique qui peut s'affranchir des délimitations territoriales, étatiques, et partant peut échapper à l'exercice des compétences des États. Mais vous voyez, je précaution de langage, je dis qu'il peut, parce qu'effectivement, on parle aujourd'hui de frontières numériques, puisque certains États limitent leur accès à l'espace numérique. Et le numérique constitue un véritable défi, en ce qu'il apporte d'en assurer le développement, tout en assurant son usage, et en sécurisant son usage. Alors, ce défi est d'envergure, car il implique des moyens humains, bien sûr, compétences humaines, des techniques, mais aussi des moyens financiers qui sont colossaux et qui sont aptes justement à répondre à un besoin qui, il faut bien l'avouer, n'est plus étatique, mais est devenu transnational, voire, si on va encore plus loin, un besoin universel. Tout dépend de la façon dont on conçoit l'espace numérique, l'espace Internet pour simplifier. Alors, ces caractéristiques mettent en évidence que les capacités strictement nationales sont insuffisantes et que l'objet même
de la thématique bien dépasse le cadre étatique. Et c'est la raison pour laquelle le niveau européen, et plus spécifiquement celui de l'Union européenne, s'avère raisonnablement plus adapté que le niveau national. La question est d'autant plus délicate que le numérique ne concerne pas uniquement l'accès aux biens, aux services, mais influe également sur les champs politiques et sociaux. Et ça, c'est un aspect qu'on aurait un peu tendance à négliger en France, mais plus généralement dans certains États. Dans d'autres questions, c'est un peu plus posé, notamment au Royaume-Uni, puisqu'on a vu un peu les conséquences de certaines pratiques qui ont été développées sur les réseaux d'information au Royaume-Uni, et en particulier le résultat que nous connaissons. Et donc, l'aspect désinformation peut avoir un impact majeur sur nos démocraties, du fait de son influence sur, en particulier, mais pas seulement, sur les processus électoraux. La technologie numérique fait donc émerger des problématiques dont l'ampleur, la densité, la complexité a pour conséquence que les espaces nationaux semblent inadaptés, même voire entravants, pour mettre en œuvre des solutions qui sont efficaces, qui sont pérennes. Et en réalité, moi je verrais les choses plutôt sous cet angle-là, une nouvelle forme de gestion, vous le mettez entre guillemets, se met en place, à mon sens, dans le domaine du numérique. En effet, cette thématique est, là encore entre guillemets, nouvelle au regard de celle qui, classiquement, relevait des compétences des États au moment de la construction communautaire. Et le numérique a ceci de particulier qu'il fait émerger donc une nouvelle compétence, une nouvelle attribution en quelque sorte, et donc le numérique implique une concomitance des actions nationales et européennes. Et il me semble qu'il s'agit d'instaurer aujourd'hui une valorisation mutuelle des compétences souveraines au sens des États, souveraines des États, donc au sens juridique du terme, et des compétences, cette fois, dont dispose l'Union. Et vous le voyez, je n'ai pas dit les compétences souveraines dont dispose l'Union, puisque juridiquement, à mon sens, ça n'a pas de sens. L'Union n'a pas de compétences souveraines au sens juridique du terme. Pourquoi dis-je qu'il faut instaurer une valorisation mutuelle des compétences souveraines des États et des compétences dont dispose l'Union? Parce qu'en effet, l'Union dispose d'un ordre juridique, c'est sa force. C'est ce qui lui permet de se construire. Et elle dispose d'un ordre juridique qui est capable de moduler différents types d'actions. Je présente ça à grands traits, parce que bien évidemment, ça mériterait d'être affiné, mais il faut savoir par exemple que l'Union peut imposer efficacement, dans les principes de primauté, d'applicabilité directe, etc., l'Union peut optimiser une action. Principe de coopération loyale, de cohérence, de solidarité. L'Union peut doser son intervention dans le respect là, du principe de souveraineté des États, et on parlera par exemple du principe de subsidiarité, proportionnalité, etc. L'Union dispose aussi, même si ça peut dans un certain sens paraître nouveau, la crise Covid est passée par là, mais dispose également de capacités de financement par des biais divers. Son budget peut être, là encore, du fait du plan de relance, mais aussi dans le cadre budgétaire classique avec ce qu'on appelle le financement pluriannuel. Deux exemples. Le programme pour une Europe numérique. Le programme pour une Europe numérique, il vient d'être validé il y a quelques jours et qui nous dit la Commission, et valide le Conseil d'ailleurs, qui vise des domaines dans lesquels, je cite, « aucun État ne peut à lui seul atteindre le niveau requis pour la réussite numérique ».
n'invente rien. 7,59 milliards d'euros. Deuxième exemple, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe pour la période 2021-2027. 33 milliards d'euros. Donc des sommes colossales qui sont mobilisées pour ce faire. Ce qui me permet de dire, à travers de cette première approche, que l'implication de l'Union est incontournable. Alors c'est la raison pour laquelle, moi je dirais par abus de langage juridique, qui est de plus en plus utilisé, l'expression souveraineté numérique de l'Union européenne se trouve diffusée dans des supports divers et variés, y compris les rapports, bien sûr, de la Commission européenne, voire les résolutions du Parlement européen, même trouver la formule de souveraineté technologique, auquel est accolée la notion de cyberbouclier. Alors, cyberbouclier, bien évidemment, nous sommes là face à un espace qui est balisé. On retrouve la conception très classique, finalement, de la frontière, mais pas de la frontière territoriale, d'autres types de frontières. Voilà. Donc, ça, de ce point de vue, c'est intéressant. On a même trouvé dans un autre document la notion de souveraineté de compétence, voilà. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir, là encore, accueillir, recueillir et valoriser les compétences humaines en matière de recherche, de développement, dans les universités, pas que, dans les industries. Donc, vous le voyez, il y a cette notion un peu passe-partout, comme le disait ma collègue Pauline Turc, où on accole le terme souveraineté à d'autres déclinaisons. On avait connu il y a très longtemps la notion de souveraineté économique, à l'époque du nouvel ordre économique international. C'est un peu l'usage qui en est fait aujourd'hui, mais je le répète, à mon sens, pas au sens juridique du terme. Il semble en effet juridiquement plus approprié, à mon sens, de parler de compétences de l'Union européenne et de s'interroger sur le type de compétences dont l'Union doit disposer en matière numérique. Parce qu'en effet, actuellement, quelle est la situation? L'Union gère la thématique, on va dire globalement, du numérique, en déployant plusieurs types de compétences, selon les thématiques qui sont réglementées au sein de la sphère numérique. S'il s'agit de problématiques de contrat, ce sera la protection des consommateurs et donc la compétence qui s'y réfère. À savoir les compétences, globalement, sans les décliner, vous avez les compétences exclusives, on songe notamment à la possibilité de faire valoir la politique commerciale commune dont dispose l'Union européenne pour pouvoir faire réglementer au travers de ces accords commerciaux les aspects numériques, mais aussi les valeurs qui s'y attachent, ce qui est très important, ou encore des compétences partagées, voire même en repli, je dirais, là, des compétences d'appui, lorsqu'il s'agit notamment de problématiques qui seraient plus des problématiques d'ordre fiscal, par exemple, où les États sont extrêmement vigilants, où il s'agira peut-être de faire une petite incursion, mais voilà, de façon très discrète, via des compétences d'appui pour valoriser, par exemple, la mise en place de tel ou tel dispositif qui pourrait aller dans le sens de la valorisation fiscale, comme l'évoquait là encore ma collègue. Alors, les États membres de l'Union doivent, je dirais, plutôt préserver, je l'ai dit, les États membres de l'Union doivent préserver leur indépendance notamment économique, leur indépendance stratégique, et à cette fin, une action au niveau de l'Union est incontournable, c'est-à-dire à cette fin, l'exercice des compétences de l'Union devient incontournable. Actuellement, la Commission identifie 4 axes principaux. Capacité numérique dans le domaine des infrastructures, dont elle nous dit qu'il faut qu'elles soient durables, sûres, efficaces, et de surcroît, cerise sur le gâteau, qu'elles respectent le pacte vert, c'est-à-dire que ça ne nuit pas à l'environnement, puisque le numérique consomme énormément d'énergie. Deuxième domaine, les capacités numériques dans le domaine de l'enseignement et des compétences. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ou encore quatrième axe principal, la transformation numérique des entreprises. Et quatrième axe principal, la transformation numérique des services publics, qui nous concerne également. Alors cependant, au-delà de ces aspects techniques, dont pardonnerai de ne pas entrer dans le détail, la Commission souligne un aspect fondamental, à mon sens, la citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique.
qu'il s'agit en effet de permettre une utilisation de l'espace numérique d'une manière sécurisée, équivalente aux activités qui sont menées hors ligne. La mise en place d'un espace numérique européen technologiquement performant implique l'émergence de droits européens correspondants. Un exemple, l'accès. Accéder facilement et de manière non discriminatoire aux services numériques, notamment au moyen d'une identité numérique universelle. Deuxième exemple, permettre aux individus de faire valoir leurs droits. Question cruciale, du fait de la capacité actuelle, mais encore plus à venir, des intelligences artificielles à prendre des décisions. Et à ce titre, le droit de l'Union offre un socle normatif qui permet la protection des droits des individus. Pauline en a parlé notamment en évoquant les arrêts de la Cour de justice de l'Union. C'est très bien. Mais la Commission européenne souligne la nécessité d'aller bien au-delà et de mettre en place un ensemble complet de principes numériques. Accès universel aux services Internet, environnement en ligne sécurisé et fiable, éducation et compétences numériques permettent aux citoyens de participer activement à la société, au processus démocratique, accès aux systèmes et dispositifs numériques, respectueux de l'environnement, développement durable oblige, une administration et des services publics numériques accessibles et centrés sur l'humain, des principes éthiques applicables aux algorithmes centrés sur l'humain, la protection et l'autonomisation des enfants dans l'espace en ligne. Et l'initiative vient d'être prise et validée par le Parlement européen. Et enfin, l'accès, et la période est cruciale en la matière, aux services de santé numérique. Et donc, pour conclure sur ces propos, la Commission propose d'inclure ces principes et droits numériques dans ce qu'elle a appelé une déclaration interinstitutionnelle, une déclaration solennelle interinstitutionnelle entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Et cela est très important. Pourquoi? Parce que dans la Charte des droits fondamentaux, on y trouve l'article 51 qui détermine le champ d'application de cette charte. Et très sommairement, cet article nous dit les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres, et là nous sommes concernés en tant que nationaux, mais attention, uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Or, que constate-t-on? On constate qu'à travers les propositions de la Commission européenne, elle envisage d'agir dans la sphère du droit de l'Union, c'est-à-dire de générer du droit, dérivé en particulier, ce qui enrichit d'autant la capacité des requérants, au sens du terme, bien de pouvoir invoquer les dispositions de la Charte des droits fondamentaux. Et donc, l'action envisagée dans le cadre institutionnel peut potentiellement, bien sûr, enrichir ce que j'appelle le corpus juridictionnel dans le domaine du numérique et générer un droit protecteur du citoyen numérique dans son espace, peut-être pas souverain, mais dans son espace européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues. Alors, il nous reste 20 minutes, ça va très vite. Simplement, je ne vois pas encore de questions. Alors, pour ma part, en vous écoutant, je vous ai trouvé assez optimiste, l'un et l'autre, ce qui veut dire qu'au fond, cette idée, cette qualification d'une Europe colonie numérique ne vous paraît plus du tout adaptée, si j'ai bien compris vos deux propos. Est-ce véritablement exact? Qui veut prendre la parole? Je peux répondre ici. Moi, je partage tout à fait, alors, si je comprends bien, les inquiétudes que vous aviez exprimées il y a un an lors d'une autre conférence sur l'Europe en panne, spectatrice, qui, en matière de données personnelles, a la même logique de protection qu'un buffet du Club Med. C'est pour citer là encore M. Bélanger, je trouve que la formule est quand même bien trouvée. Et peut-être que l'optimisme d'aujourd'hui est lié au fait qu'entre-temps, et cette année particulièrement, un certain nombre d'initiatives semblent quand même être prises, et Patrick Meunier de rappeler très justement tout de même un certain nombre d'actions très concrètes, cette déclaration interinstitutionnelle, ces positionnements de la Commission européenne qui montrent un réveil
une prise de conscience et des premières actions concrètes. C'est en cela que peut-être on est un peu plus optimiste qu'on l'était il y a 5 ou 6 ans, où il n'y avait pas de prise de conscience au-delà de l'absence totale de stratégie industrielle, d'action politique et de garantie au quotidien de nos intérêts. Et lorsqu'on évoque… Donc, un optimisme mesuré l'optimisme, hein, parce qu'on est encore loin du… Parce que, au fond, en écoutant notre collègue Patrick Meunier, je pensais aussi que quelque part l'Union européenne est une puissance juridique numérique. C'est sur le droit qu'elle est puissante, me semble-t-il. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment son levier principal, cette puissance juridique. Il y a un domaine sur lequel je travaille un peu plus sur ce sujet, c'est sur la politique commerciale commune. Et il est vrai qu'on voit que comme là, elle a une compétence exclusive de surcroît, même si sur certains aspects, les États restent compétents actuellement, mais elle a cette capacité justement de négocier à travers d'autres blocs régionaux. C'est le cas notamment avec l'Asie, j'ai pu lire, avec les États-Unis d'Amérique, avec le Canada et d'autres régions, et donc de pouvoir diffuser sa stratégie, diffuser ses valeurs, sa conception de l'Internet aussi, mais au-delà de l'Internet, parce que le numérique, c'est pas que l'Internet, c'est aussi toutes les données et tout ce qui vient s'y greffer. J'ai parlé de l'intelligence artificielle, les objets connectés. Je me souviens, lorsque j'étais au colloque de Nice, on avait évoqué, j'avais dit, mais si je vais pu venir à Nice, c'est parce que j'avais à l'époque pris l'avion. Et il dit, et heureusement que les données avaient bien pu circuler, sinon l'avion aurait pu se cracher, puisque effectivement, tout est interconnecté. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, y compris avec les véhicules autonomes, etc. etc. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir une cohérence. Et je pense que l'aspect commercial, l'aspect, vous savez, pas d'intérêt, pas d'action. Et là, en l'occurrence, l'aspect financier, l'aspect commercial joue énormément, puisqu'il est de l'intérêt de tous d'avoir une harmonisation des règles qui soient compatibles et qui soient valorisables sur l'ensemble de l'espace. Je ne vois pas apparaître de questions, non, pour l'instant. Oui. Allez, François, vas-y. Mets ton micro, pardon. Voilà, il faut que j'active mon microphone. Oui. Non, je voulais poser une question peut-être aux deux intervenants. C'est bon, je suis béotien, mais c'est, par exemple, ça a été abordé, c'est le pouvoir qu'ont Twitter ou Facebook de censurer ou non, hein, en France, aux États-Unis. Alors nous l'avons vu avec Trump. Hein. Moi, j'avoue franchement que Trump ne me faisait pas beaucoup de peine. Mais enfin, cela dit, le principe est un peu curieux. Et je pense qu'aux États-Unis, je n'ai pas suivi l'affaire, mais j'imagine qu'il doit y avoir une suite juridique ou un procès. Et est-ce que si Twitter, par exemple, décidait de couper ou d'empêcher quelqu'un de s'exprimer pour une raison X sur le territoire français, il y aurait une possibilité d'obliger Twitter, juridique, d'obliger Twitter à admettre les propos de cette personne, ou bien d'obliger Twitter plutôt à interdire les propos de tel ou tel intervenant sur des bases juridiques européennes ou françaises. C'est une question de non-juriste, hein, vous l'avez bien saisi. Voilà. Les juristes vont te répondre. Voilà. Moi, je peux peut-être réagir d'abord si Patrick, si ça te convient. Pour répondre à cette question, je crois qu'il y a quand même un paradoxe, voire une contradiction. J'ai la sensation qu'on demande à la fois aux plateformes, si vous voulez, de ne pas exercer une police de l'expression parce qu'elles n'ont pas à le faire et qu'elles ne sont pas légitimes pour le faire. Et dans le même temps, parallèlement, on leur demande d'exercer une forme quand même de maîtrise, de contrôle et de sélection des propos et des écrits qui peuvent être tenus ou non. J'en prends deux exemples pour rebondir sur votre question. Vous évoquiez le cas de Donald Trump, alors dont on décide de fermer les comptes pour qu'il ne puisse plus exprimer des propos erronés et volontairement manipulateurs. C'est l'exemple de Facebook à qui on reproche de censurer l'origine, le tableau de Courbet intitulé L'origine du monde, parce que c'est des choses qu'on ne doit pas voir et pas montrer. Donc, à la fois, on va leur reprocher de couper la parole d'une certaine façon, de casser la liberté d'expression dans certains cas. Et en même temps, je vous citerai deux débats français récents, de législation française récente, où il s'est agi de demander justement aux plateformes de mieux contrôler les fake news, ou bien plus récemment, la fameuse loi contre la haine sur Internet, où le Conseil constitutionnel est venu invalider une loi qui, justement, laissait un délai pour les plateformes pour vérifier
les contenus haineux et les supprimer. Et la problématique, c'était que du coup, les plateformes risquaient d'être sanctionnées si elles ne supprimaient pas des contenus haineux et qu'elles avaient un délai très court pour le faire, et que pour éviter la sanction, la conséquence allait être une surréaction des plateformes qui, en cas de doute, allait finalement éliminer toute une série de contenus pour être sûr de ne pas être pénalisé financièrement. Et finalement, donc, le Conseil constitutionnel a invalidé cette loi sur la haine sur Internet, donc la fameuse loi Avia, donc il est finalement resté assez peu de choses. Donc, il faut sans doute mettre de l'ordre et contrôler ce qui s'exprime dans le respect de nos principes démocratiques. Et on demande aux plateformes de remplir leur part qui me semble assez peu déterminée. Donc, juridiquement, pour répondre à votre question, que peut-on faire contre Twitter qui déciderait de censurer un contenu? À mon sens, alors je ne suis pas avocate en droit mais il me semble que ce serait en tout cas extrêmement compliqué d'obtenir quelque chose dans des délais raisonnables. Et c'est le pot de terre contre le pot de fer. Il me semble que nous n'avons pas un défenseur des droits numériques qui pourrait se saisir peut-être de la requête et la porter en haut lieu avec un service juridique compétent. C'est peut-être qu'on pourrait imaginer. Pour obtenir gain de cause face comme ça à Twitter et Facebook quant à leur politique en matière de politique d'expression. Patrick, tu voulais dire quelque chose, Patrick Meunier? Alors, oui, éventuellement, mais alors, pas tout à fait dans le même profil, mais je dirais une remarque qui va un peu dans ce sens de la manière dont l'Europe peut réagir face à certaines difficultés liées à l'usage d'Internet. Il faut savoir, par exemple, que fin juillet de l'année dernière, c'est la première fois où l'Union européenne a adopté des contre-mesures, des mesures de sanctions à l'encontre d'auteurs présumés de cyberattaques. Donc là encore, un petit peu dans le même sens qui était posé, est-ce que l'Union européenne peut avoir une pertinence d'action par rapport à une gestion de l'Internet? Vous voyez, c'est bon, bien sûr, une gestion frauduleuse, mais c'est intéressant de voir émerger progressivement ce type de compétences. On a connu des sanctions à l'encontre d'activités terroristes depuis longtemps maintenant, mais en matière de cyberattaque, c'est la première fois, donc le 30 juillet 2020, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Philippe, tu voulais peut-être poser question, non? Non? Alors, moi, je me demandais, est-ce que pour vous, le changement de position de Joe Biden comme le nouveau président par rapport aux taxations des très grandes entreprises va dans le bon sens? Oui, mais, voilà, on sait que Donald Trump a quand même été l'un des principaux obstacles à l'évolution, à la menée du débat à l'échelle internationale, en tout cas sur l'idée d'une taxe GAFA. On comprend bien pourquoi, et on comprend bien qu'étant donné que les entreprises principalement concernées sont toutes américaines, qu'il ne soit pas dans un positionnement des plus faciles. Je rappellerai cependant qu'à l'échelle de l'OCDE, les débats avaient pu avancer avant de bloquer, et les Américains n'étaient pas les seuls à bloquer la situation. À l'échelle même de l'Union européenne, il y a des dissensions et tous les États ne sont pas tous sur la même longueur d'onde sur le sujet. Et à l'échelle même franco-française, quand on a élaboré la fameuse loi instaurant une taxe GAFA française, et bien finalement elle n'a pas été appliquée parce qu'on s'est rendu compte qu'elle aurait des effets contre-productifs, y compris contre les entreprises françaises, qu'elle allait nous entraîner des représailles et que finalement elle était relativement inefficace. Donc je crois que oui, l'ouverture de Joe Biden par rapport à Donald Trump est plus prometteuse, mais à mon sens, Donald Trump n'était pas le seul obstacle en matière de concrétisation d'une telle taxe. Et je crois qu'il y a certains pays européens qui n'ont pas forcément autant intérêt que nous à durcir, à tendre leurs relations avec les GAFA. Donc ça prendra beaucoup de temps. Sur l'Irlande, par exemple. Ça prendra beaucoup de temps, de toute façon. Tout à fait. Je crois que le temps peut peut-être s'accélérer dans la mesure où la Commission a été invitée à discuter, à réfléchir sur la question du financement du budget européen, et en particulier donc par le biais de taxes qui seraient prélevées dans la sphère numérique. Question de Tanguy.
Tanguy, oui. Oui, Ah oui, il a bonjour. levé la main, pardon, je n'avais pas vu qu'il avait levé la main. Désolé, j'étais un petit peu trop discret. Alors, c'était peut-être autant un commentaire qu'une petite question, mais on parlait tout à l'heure, enfin, vous parliez tout à l'heure des moteurs de recherche. Je me demandais si vous pensiez qu'il était possible justement que l'Union européenne parvienne à contrecarrer le monopole qu'on va avoir de moteurs de recherche comme Google, sachant qu'on a quand même des exemples qui ont été assez positifs l'an dernier notamment, avec l'obligation, en tout cas c'était en Europe uniquement je crois, mais l'obligation pour Google d'afficher des moteurs de recherche alternatifs, ce qui malheureusement, bon, à ma connaissance, n'a pas eu un effet très important puisqu'il n'y avait pas d'énormes alternatives. Mais est-ce qu'il peut y avoir des nouvelles choses qui se mettent en place en ce sens, qui permettraient de renforcer ça? Sachant qu'à ma connaissance, je crois que le développement justement de moteurs de recherche n'est pas directement dans les priorités qui ont été énoncées. Donc voilà, question un petit peu large, mais qui était aussi un commentaire. Merci. Qui veut répondre? Moi, je peux esquisser une réponse en disant qu'à mon sens, créer un moteur de recherche ne se décrète pas. Et pour le coup, les juristes, à mon sens, ne sont pas les bons acteurs. Pour moi, donc c'est la question des entreprises, des fonds qu'on va mettre au soutien d'entreprises qui éventuellement seraient innovantes sur ce sujet. Et donc pour moi, les acteurs, ce ne sont donc pas ce n'est pas le juriste, c'est à la limite l'entreprise et c'est aussi surtout le consommateur. Si le consommateur, l'utilisateur prend conscience de cela et souhaite quelque part être souverain et utiliser des moteurs de recherche, notamment plus protecteurs de ses données, je parlais de Quant tout à l'heure, c'est une belle réussite française. Pourquoi n'avons tous nous pas migré sur Quant puisque nous avons la possibilité et que les services rendus sont d'un niveau d'efficacité suffisant. Donc il me semble que c'est peut-être sur ce terrain-là de la familiarisation, de la sensibilisation des publics que l'on peut peut-être en effet obtenir un moindre monopole. Mais encore une fois, je pense qu'on ne va pas décréter que du jour au lendemain, l'Europe se dotera d'un moteur de recherche, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut des moyens, il faut de l'innovation, il faut des technologies et il faut des consommateurs qui suivent et qui choisissent peut-être ces produits un peu émergents que vous évoquiez. Il m'avait semblé que la présidente de la Commission européenne avait dit d'ailleurs que ce n'est pas sur ce sujet-là, en quelque sorte, que l'Union européenne serait vraiment pertinente. Je crois qu'on est tellement en retard. On est tellement en retard et c'est vrai. En situation on est difficilement en situation de rivaliser en soi, donc il y a peut-être d'autres combats plus concrets et plus efficaces à mener, il me semble. Patrick Meunier, peut-être? Oui, je pense que Pauline a raison lorsqu'elle évoque la question parfois aussi de la méconnaissance par le grand public de ce type d'outils. Et on rejoint ce que dit la Commission européenne. Je pense qu'il y a un effort considérable à réaliser en matière d'éducation, là aussi. Et sans doute que nos différents établissements à tout niveau de l'éducation nationale auront sans doute dans tous les États membres un rôle important à jouer. Il y a d'ailleurs aujourd'hui de l'éducation au numérique, notamment pour l'utilisation par les enfants de certains sites, etc. Mais je pense qu'on est encore très très loin de ce qui est requis. Et par ailleurs, je suis d'accord aussi avec ce qu'on disait. Je crois qu'il y a d'autres terrains sur lesquels l'Union européenne doit se focaliser, et notamment l'informatique quantique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des enjeux. On voit dans les documents, on voit bien que l'Union européenne attend avec grande impatience d'avoir son premier ordinateur quantique. Bon, ça peut sembler bizarre, mais en même temps, c'est un accélérateur de développement qui est extraordinaire. Donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur ces questions que sur l'utilisation d'un moteur de recherche. Et sur le thème de l'intelligence artificielle, je crois que là aussi, l'Union européenne peut avancer. Énormément, oui. D'autant que là vient se greffer un aspect dont on est un peu leader, même si ça peut paraître assez théorique, mais c'est sur la question des valeurs, parce que l'Union européenne se pose vraiment la question de savoir où doit se situer la place de l'humain dans le processus décisionnel de l'intelligence artificielle. Et là, il faut vraiment partir en ordre commun et non pas dispersé, parce qu'on voit difficilement au sein d'un espace européen un État considérer que l'intervention humaine doit intervenir a priori et un autre a posteriori pour valider ou non la décision de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est vraiment là, on a un aspect qui pour nous est leader.
Et même si c'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression que la RGDP, comme on dit, est une sorte de modèle mondial. Tout à fait. Oui. Si Oui, je oui. peux juste réagir là-dessus et sur oui, tout à fait, le RGPD quelque part finalement, même si on pourrait penser en réalité l'apport sur le terrain des données du RGPD, et je trouve que par rapport à ses conséquences aussi, c'est-à-dire de nous laisser croire que nous sommes désormais en situation de nous autodéterminer en cliquant systématiquement sur je refuse, je consens, je fais mes choix, qui alourdissent considérablement l'utilisation et qui nous conduisent la plupart du temps à cliquer sur j'accepte tout pour pouvoir avoir accès au service. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Je voulais aussi réagir à une démarche supplémentaire qui me semble intéressante, c'est cette idée de reterritorialisation aussi de certains services et notamment des lieux de stockage des données. On s'est rendu compte que finalement la question des frontières, elle a du sens lorsqu'il s'agit de savoir où sont stockées les données. Et on voit lorsque justement un lieu de stockage a pris feu il y a peu de temps, les conséquences que ça a pu avoir. Donc, a fortiori, s'ils sont sur nos territoires, il y a un contrôle quand même qui s'exerce supplémentaire. Et je rebondissais aussi sur une autre chose qu'avait dit tout à l'heure Patrick Meunier. Il a évoqué une charte des droits numériques, des principes éthiques du numérique, une forme de formalisation. Et je crois que c'est un sujet sur lequel Henri Oberdorf est très sensible aussi. Et puis, il a initié beaucoup de réflexions sur ce sujet. Je crois qu'en effet, même si c'est peut-être une proportion des juristes à vouloir systématiquement faire des codes, des chartes et à ériger des principes, je pense que ce ne serait pas inutile justement de formaliser certains des grands principes éthiques du numérique qui pourraient inspirer le développement de notre démarche numérique en matière d'intelligence artificielle tout particulièrement, et que là, on a sans doute du travail. Pour refaire 1789, mais pour le numérique. Tout à fait. Et du coup, pour influencer puisque vous évoquiez l'inspiration que constitue le RGPD, l'Europe peut aussi inspirer la gouvernance mondiale qui a bien du mal justement à ériger des principes communs globaux sur ces sujets. Est-ce qu'il y a une dernière question donc, parmi ceux qui… Oui, allez François. Oui, j'ai mon son là. Non, c'était la question, c'est est-ce qu'il y a des spécificités européennes? Est-ce que par exemple le droit à l'oubli, qui s'est mis en place il y a quelques années, et c'est une très bonne chose, hein, c'est une excellente chose, ça, parce que quelqu'un peut mettre n'importe quoi en ligne concernant une personne, et donc grâce à ce dispositif, on peut quand même réussir à nettoyer la toile, etc. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose d'européen et qui n'existerait pas ailleurs? Et puis il y a l'autre question que je me pose, bon, c'est en fin de conférence, il y a des pays quand même qui vont fort, comme je crois qu'en Chine, on ne peut pas utiliser Google comme nous l'utilisons, on ne peut peut-être pas l'utiliser du tout, d'ailleurs, j'en sais rien, et en Iran ou en Russie, etc. Et est-ce que là, ça ne pose pas non plus un problème de réciprocité dans les échanges, y compris dans les échanges numériques? C'est une question immense pour la fin. Oui, non, c'est pour ça. Au moins le droit à l'oubli, celle-là quand même. Le droit à l'oubli peut-être, oui. parce qu'après on va devoir arrêter. Moi, en fait, bien sûr. Sur le droit à l'oubli, oui, bien sûr, ça fait partie de ces droits. C'est partie de ces droits qui sont protégés par l'Union européenne et qui constituent l'un des éléments, l'un des blocs de cette protection particulièrement exigeante que j'évoquais tout à l'heure. Droit à l'oubli, qu'il s'agisse du droit, un droit renforcé d'ailleurs à l'égard des enfants, qu'il s'agisse du droit au déréférencement, parce qu'on pourrait nuancer. Hein. Le droit à l'oubli, ça n'est pas forcément la suppression. C'est le fait de déconnecter votre nom, certaines données, des résultats d'un moteur de recherche. Donc, on pourrait rentrer dans la nuance. Mais oui, en tout cas, il y a véritablement une spécificité européenne sur le sujet, avec un niveau de protection et de prise en compte tout particulier, sans équivalent à mon sens, sur cet exemple précis. Et sur le reste, ça me fait penser à une réponse que j'ai faite à l'un des intervenants d'aujourd'hui par la discussion sur le côté, oui, il y a une vraie question aussi autour de la problématique de la balkanisation du web, lorsque certains États, faute de pouvoir contribuer à la gouvernance ou d'imposer l'Internet de leurs rêves, font Internet à part. C'est l'exemple du fameux bouclier chinois, le Great Firewall. Et lorsque l'Iran, si l'Inde, si la Chine font tous leur réseau à part, que reste-t-il du projet initial qui était global, universel et ouvert? C'est une vraie question. Il faudrait une autre conférence pour l'envisager. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, via la politique commerciale commune, l'Union européenne fait un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'elle veut bien, dans certains cas, négocier, conclure des marchés, mais en contrepartie que
le co-contractant, lui, accepte de libéraliser. Alors, c'est sans doute plus facile avec certains États qu'avec d'autres. Les négociations sont sans doute beaucoup plus âpres avec la Chine et la Russie qu'avec d'autres États. Bien, ben, merci. Le temps passe très vite, c'était passionnant. Merci beaucoup, chers collègues, d'avoir contribué à nous informer encore mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci votre invitation. beaucoup. Et au revoir. À bientôt, Au j'espère. revoir. À Au bientôt. revoir et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci pareillement. Au revoir. Au revoir.